Retour à la politique avec notre invité Henri Guénaud, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Et on passe à l'interview de politique étrangère, la France dans le monde avec Gauthier Rabinski. Gauthier, bonjour bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, on va passer très vite à la politique étrangère, mais il y avait quand même une question qui me brûlait les lèvres, parce que, dans le fond, Henri Guénaud, c'est encore une question de politique intérieure, si vous permettez, mais en 2006-2007, vous faisiez souvent référence, enfin Nicolas Sarkozy, à Gramsci, qui expliquait que dans le fond, c'est d'abord la bataille des idées qu'il faut gagner avant la bataille électorale. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy a eu ce qu'on appelle ce fameux logiciel transgressif de la droite, où effectivement il a appliqué des idées de gauche en les mettant dans son camp. Aujourd'hui, quelle est cette bataille des idées comment vous nourrissez-vous, qui est un homme de pensée, qui verbalisait mais qui pensait, quelle bataille il va falloir gagner? Bon, comme d'habitude, la bataille des idées et des valeurs, pas seulement des idées. Vous savez, on ne change pas d'idées et de valeurs tous les matins, donc moi en tout cas, mes idées... Non. Je ne parle pas de vous. Ouais. Enfin, moi, mes idées sont les mêmes, mes valeurs aussi, depuis toujours. Après, il y a les circonstances, et les circonstances aujourd'hui, elles sont dominées par la crise, et la crise qui remet tout en cause nos façons d'être, nos façons de penser, nos façons de faire de la politique, nos façons de gérer l'économie. Donc c'est la crise qui va tout dominer. La bataille des idées, elle se gagnera sur deux fronts. Elle se gagnera sur le diagnostic de la crise et sur les conséquences qu'on en tire pour construire le monde nouveau qui va en sortir. C'est sur les projets de société que va se jouer la campagne présidentielle, mais aussi bien sûr sur la capacité que les Français prêteront aux différents candidats de leur faire traverser sans trop de dommages l'épreuve actuelle. Gauthier, je vous livre Henri Guénaud. Alors, Henri Guénaud, je voudrais revenir sur une phrase qui vous avait rendu plus que célèbre et qui était celle du discours de Dakar qu'avait prononcé Nicolas Sarkozy. Diriez-vous cette fois, appliqué au monde arabe, que l'homme arabe est entré dans l'histoire avec un grand H? L'homme arabe a déjà été dans l'histoire dans beaucoup de périodes passées, notamment quand il a conquis la moitié, même les trois quarts du monde méditerranéen. Là, il est certain que les peuples arabes viennent de remonter sur la scène de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils viennent de nouveau de s'approprier leur propre histoire, ils sont de nouveau devenus les acteurs de leur histoire. C'était ça d'ailleurs que voulait dire la phrase. Je pense que l'Afrique a encore du travail pour devenir maîtresse de sa propre histoire. Ça a choqué certains, tant pis pour eux. C'est-à-dire là où il n'y a finalement pas de dictateur, ou plus de dictateur, il y a la possibilité pour que l'homme, en l'occurrence arabe, s'exprime et devienne un sujet de l'histoire. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire un sujet, il devient l'acteur de sa propre histoire. Qu'elle ne soit plus dictée par d'autres, des forces extérieures ou des tyrannies, les peuples arabes redeviennent des acteurs de leur propre histoire. Mais avec quand même aujourd'hui beaucoup de soubresauts, et on le voit d'ailleurs en Égypte, on est passé d'une révolution à une crise. Vous avez raison. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il allait en être autrement. C'est-à-dire que je crois qu'on Vous connaissez l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive à la République, de la Révolution à la République, il s'est écoulé un siècle. Je pense que si on se souvient de nos propres révolutions, et je pense en particulier à la Révolution française, qui me paraît d'ailleurs plus intéressante à étudier à propos des révolutions arabes que celle de 1848 ou 1968. La Révolution française, elle est passée par des phases d'enthousiasme et de tragédie. Tout le monde se souvient. C'est une révolution qui correspondait à des mouvements sociologiques très profonds, l'émergence d'une classe moyenne qui voulait prendre une partie, d'avoir sa part du pouvoir. Ça voulait écrire elle aussi sa propre histoire. C'est un peu ce qui s'est passé avec certaines des classes moyennes et la jeunesse très formée, très éduquée en Égypte ou en Tunisie. Et donc il y a effectivement un risque que ça se déroule de la même façon. Espérons qu'il y aura moins de tragédies, espérons qu'on fera l'économie de la terreur, de la guillotine, mais
parier que ça va se passer de façon totalement apaisée est peut-être un peu excessif. Voilà. Donc on a eu ces révolutions sont survenues pour le meilleur et pour le pire, parce que l'histoire n'est jamais simple. Maintenant, il faut l'écrire, cette histoire. Et ce qui est en cause dans le cadre des révolutions arabes, ce n'est pas le manque, pour l'instant, autant qu'on puisse le savoir, d'émergence de personnalités fortes qui seraient capables, d'ailleurs, du meilleur comme parfois du pire. Vous citiez la Révolution française. Certains grands hommes de la Révolution française ont commis le pire. Mais dans le cas arabe, est-ce que ce n'est pas ça qui rend les choses opaques et floues ? Oui, mais c'est aussi un peu normal quand on sort de plusieurs années de tyrannie. Le personnel politique formé à la démocratie, au débat public, est en général assez pauvre. Et en plus, il y a toujours une tentation d'écarter tous ceux qui ont collaboré au régime. Or, dans certains pays, pratiquement toutes les élites ont collaboré au régime. Donc il est important aussi, très rapidement, d'aller vers la réconciliation nationale et vers le pardon. C'est-à-dire faire ce qu'a fait Mandela en Afrique du Sud, la justice et la paix, la paix entre les différents groupes, entre les différentes tendances, entre les différentes factions, parce qu'on ne peut pas construire une démocratie apaisée sur la vengeance ou la revanche. Mais c'est très compliqué. Avez-vous lu... Encore une fois, nous aurions du mal à leur donner beaucoup de leçons compte tenu de ce qu'a été notre propre histoire. Maintenant, et notre propre passé colonial. Voilà. Oui, absolument. Je mettais aussi le passé colonial dans l'histoire, qui a fait sortir, pour le coup, les peuples arabes de la scène de l'histoire. Mais pour certains, ils étaient sortis bien avant, parce que quand même avant la colonisation française occidentale, il y avait eu la colonisation ottomane. Avez-vous lu, Henri Guénaud, le livre de BHL sur la Libye, qui est son journal, La guerre sans les mets? Est-ce que vous l'avez lu? Non, je ne l'ai pas lu. Que pensez-vous? Alors c'est vrai que dans ce livre, BHL, donc Bernard-Henri Lévy, il explique comment il a influencé effectivement le président de la République, comment d'ailleurs il écrivait même lui-même des communiqués pour l'Élysée, qu'il transportait des armes, etc. Est-ce que certains considèrent que c'est un exercice d'autosatisfaction? Est-ce que son poids a été si important, et on peut parler d'une diplomatie parallèle et d'un rôle très important du philosophe? Il n'y a pas eu, il n'y a pas et il n'y aura pas de diplomatie parallèle. Voilà. Bon, après, chacun relit sa propre histoire comme il l'entend. Il a joué un rôle important en amenant au président de la République le conseil ou les représentants du Conseil national de transition. Voilà ce qu'a été le rôle, qui est un rôle important. Pas plus, ni plus ni moins. Mais c'est beaucoup, parce que s'il n'y avait pas, il n'avait pas amené le Conseil national de transition dans le bureau du président de la République, il n'y aurait jamais eu la suite de cette histoire. Donc vous lui rendez hommage? Oui, je pense qu'il a joué ce rôle-là. Pour le reste, je laisserai aux historiens le soin de décortiquer le vrai du faux, mais il a joué ce rôle-là, qui est un rôle qui n'est pas tout à fait celui que vous décrivez, mais qui est un rôle extrêmement important. Donc il fait un peu mousser, c'est ça? Vous êtes en train de dire qu'il fait un peu mousser? Non, moi je ne dis rien. J'ai décidé que je ne rentrerai pas dans ce genre de querelle. Voilà. Gauthier, il reste... Une toute petite question. La Syrie, Alain Juppé parle de corridor humanitaire. Est-ce que là, ce n'est pas la bonne conscience qu'on se donne parfois en Occident quand on ne peut plus rien faire, quand on ne peut plus aller plus loin, que ce soit au niveau de l'ONU ou de la Ligue arabe? Non, mais il faut toujours essayer de faire quelque chose. Mais on fait, encore une fois, ce que l'on peut, c'est-à-dire qu'on fait ce qui n'entraîne pas des conséquences qui seraient pires que le mal qu'on cherche à soigner. Voilà. Donc... Pour l'instant, il n'est pas question de faire en Syrie ce qu'on a fait en Libye, parce que tout le monde sait que les conséquences ne seraient pas les mêmes. Mais il faut quand même faire tout ce qu'on peut pour sauver des vies. Je ne crois pas que ce soit de la bonne conscience. Au contraire, je crois que face à la Syrie, on est, comme on l'a été face à la Libye, devant un cas de conscience. C'est-à-dire qu'on est obligé de peser on a envie d'aider les gens, de les protéger, et on est obligé de peser les conséquences de ce qu'on pourrait faire. C'est exactement ce qu'on fait en Syrie. Merci Henri Guénaud, merci Gauthier. On continue avec la chronique politico-littéraire, comme chaque semaine, avec Soumaïa Benaïssa. À tout de suite.
Et c'est la chronique de Soumaya Benaïssa. Bonjour Soumaya. Bonjour. Alors, donc, à quelques mois de l'élection présidentielle, il y a beaucoup de livres sur l'envers du décor politique, et avec dans le fond la question qui gouverne. Alors, on le voit déjà en ce moment en Europe, où on voit l'impuissance des politiques pour mettre des technocrates en Italie en tout cas et en Grèce. Mais bon, c'est pas le sujet. Je faisais une petite aparté. C'était un beau sujet. Mais on peut en reparler. Mais, alors donc, les conseillers de l'ombre, sont-ils ceux qui gouvernent, Soumaya? Eh bien, un petit bémol, même un gros bémol, en se focalisant sur des hommes tels que Claude Guéant et Henri Guénaud, les médias se trompent, nous disent Robert Langlais et Olivier Villain dans Un pouvoir sous influence quand les think tanks confisquent la démocratie. La bataille des idées, justement, dont vous parliez n'est plus celle des Sherpas. Ce sont les think tanks aujourd'hui et les agences de communication qui conseillent. Ils ont cédé leur place. On en compte entre 150 et 200 en France, entre 5000 et 6000 dans le monde, c'est dire l'extension de leur influence. Alors ils sont classés à droite, à gauche, au centre. En France, on a l'Institut Montaigne à droite, par exemple, ou Terra Nova, mais encore, nous disent à gauche, mais encore, nous disent les auteurs, ils n'ont pas de véritable ADN politique, parce que ce qui les intéresse, c'est de produire du consensus, à la différence des conseillers de l'ombre, justement. Alors ça aboutit à des situations paradoxales où on a en 2008, par exemple, Jean-François Copé qui dit à un moment donné que le modèle suédois est intéressant pour les retraites, de s'en inspirer. On a Brice Hortefeux qui, en 2010, s'appuie sur une note de Terra Nova pour retoquer le coup de pouce au SMIC. Donc, en gros, on a une vraie bataille pragmatique que gagneraient les think tanks contre l'idéalisme des fameux conseillers. Alors, est-ce que vous vous sentez menacé par les think tanks? Non, je ne me sens pas du tout menacé. Je ne prétends pas d'ailleurs, moi tout seul, gagner la bataille des idées, ni même influencer le président de la République. Mais je crois que c'est une vision extrêmement naïve, pour ne pas dire un peu caricaturale des choses. S'il y a bien un pays où les think tanks ont, hélas, d'une certaine manière, peu d'influence dans le débat d'idées, c'est bien la France. Comparé aux États-Unis, par exemple, en France, ils ont très peu d'influence. Et surtout, moi, je suis frappé par le fait que dans la période que nous vivons, où précisément il faudrait beaucoup de lieux d'effervescence intellectuelle, parce que le monde est à reconstruire, il y en est si peu. Si on compare à ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, nous n'avons rien de comparable. Partout, il y avait des lieux où les gens réfléchissaient à la reconstruction de la société et de l'économie. La différence est peut-être à noter dans les financements, c'est ce qu'ils mettent en question, justement. Mais ils n'étaient pas financés, X-Crise dans l'entre-deux-guerres. Les think tanks aujourd'hui sont financés par des gros groupes industriels, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, souvent les mêmes. Donc c'est vraiment ce qui pointe. Parce que les gens qui se réunissaient, ils n'avaient pas besoin de structure. Je prends l'exemple d'X-Crise, qui a joué un très grand rôle en France dans la reconstruction, à la fois qui a influencé à la fois ce qu'a été le régime de Vichy, mais aussi ce qui a été toute la période de la reconstruction, et puis même la Ve République. Tous ces lieux où on a pensé les leçons qu'il fallait tirer de la crise, de la Grande Dépression, il n'y a rien d'équivalent aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien d'équivalent, et c'est ça qui est plutôt désolant, que le risque de voir le pouvoir confisqué par les gens qui pensent. Le deuxième livre dont vous vouliez nous parler, Soumaya. Oui, rapidement. Alors justement, la critique de ce pragmatisme aboutit finalement à la réhabilitation de l'homme politique. C'est quand même rare en cette période. Celui qui s'y emploie, c'est Pierre-Henri Tavaillot dans Qui doit gouverner, cette question antique que l'on se pose donc depuis toujours. Il décline toutes les options historiques qu'on a données à cette question. Est-ce que c'est plusieurs, tous, un seul? Et aboutit au paradoxe de la démocratie et de l'homme politique. Aujourd'hui, la démocratie, elle déçoit ceux qui la possèdent et elle enthousiasme ceux qui en sont démunis, comme on le voit avec les révoltes arabes. Et l'homme politique, il est dans cette position paradoxale d'être à la fois espéré, comme à chaque fois qu'on vote, et exécré quand il est en exercice. Alors juste peut-être pour finir, la petite clé qu'il nous donne, c'est peut-être la relation de l'homme politique à l'intellectuel. Et si le meilleur des hommes politiques était celui qui agissait comme s'il devait penser, et le meilleur des intellectuels, celui qui pensait comme s'il devait agir. C'est une très belle formule. Est-ce que c'est votre rôle? Je suis tout à fait d'accord avec cette formule, mais l'homme politique, c'est pas simplement l'acteur de la démocratie. Même quand il n'y a pas de démocratie, il y a des hommes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand il n'y a pas de démocratie, il y a des hommes politiques. Il n'y a pas de politique sans homme politique, c'est-à-dire sans quelqu'un qui porte la responsabilité politique, qui la prend
et qui doit rendre des comptes à ceux qui le gouvernent, qu'ils soient encore une fois dans une démocratie ou pas. S'il y a plus la politique, elle n'a de sens que parce qu'elle est humaine. La politique, c'est l'humain dans l'histoire. C'est pour le meilleur et pour le pire, avec ses fragilités, ses contradictions, mais c'est l'humain. S'il n'y a pas de politique et pas d'homme politique pour incarner la politique, il n'y a plus que les déterminismes de la nature, ou de l'économie, ou de la technique. Alors, vous disiez, j'ai pas une tête de plume en début d'émission. Donc, Soumaïa, vous allez nous trouver la définition dans un des livres de la plume. Oui, alors c'est toujours dans ces livres consacrés à la fabrique des présidents, très court. Une plume, c'est si on avait la recette, vous savez. Eh bien, ça vous concerne encore. Une plume, c'est avant tout un accoucheur. Voilà, vous êtes un accoucheur, sa tâche est de scruter son client pour savoir ce qu'il a dans la tête et de se placer dans ses pensées. Donc on rejoint... Vous faites ça avec Nicolas Sarkozy, vous mettez dans ses pensées. Je trouve ça intéressant. Client, je n'ai pas de client. J'ai des engagements, mais j'ai pas de client. Et moi, je ne peux pas concevoir, encore une fois, mon travail simplement comme quelque chose de passif. Voilà, donc c'est un engagement, c'est pas. Mais la plume correspond assez bien à cette description. On va essayer. Donc c'est pas moi. On va essayer de comprendre votre engagement dans cette dernière partie, l'aparté. On se retrouve dans quelques instants où j'espère on en saura un peu plus sur Henri Guénaud. À tout de suite.